Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui s'intitule Les organes des sens. Pour ce cours, j'ai choisi le plan suivant. Je commence d'abord par une introduction. Je passe ensuite à l'anatomie descriptive des différents organes des sens. Je commence par l'organe de l'audition. Ensuite, on va voir l'organe de la vision. Après, l'organe du goût. Ensuite, l'organe de l'olfaction. Et enfin, je terminerai le cours par l'étude de l'organe du toucher. Je commence par l'introduction. Il faut savoir que les organes des sens forment le système sensoriel. L'être humain possède 5 sens. Nous avons le sens de la vision, qui est assuré par l'œil. Nous avons le sens de l'ouïe ou bien de l'audition, assuré par l'oreille. Après, nous avons le sens de l'odorat ou bien de l'olfaction, assuré par la muqueuse olfactive qui se trouve au niveau du nez. Ensuite, nous avons le sens du goût ou bien de la gustation, assuré par les bourgeons gustatifs qui sont présents au niveau de la langue. Enfin, le dernier sens est représenté par le toucher. Le sens du toucher est assuré par la peau. En fait, chacun des organes des sens possède des cellules sensorielles spécialisées. Ces cellules spécialisées vont capter les informations qui viennent de l'environnement, c'est-à-dire du milieu extérieur. Chaque information correspond à un stimulus. Ces différents stimulus vont être traduits au niveau des organes des sens en signaux nerveux ou bien en influx nerveux. Par la suite, ces influx nerveux vont être transmis par les nerfs sensitifs jusqu'au centre nerveux. Les centres nerveux sont responsables de la perception sensorielle. La perception correspond à l'interprétation de ces différents influx nerveux. Exemple, grâce à mon œil, je vois l'objet, mais j'arrive pas à comprendre à quoi correspond cet objet que par l'intermédiaire du centre nerveux responsable de la perception visuelle. Je commence l'anatomie descriptive par l'étude de l'organe de l'audition ou bien l'organe de l'ouïe, représenté par l'oreille. L'ouïe ou bien l'audition consiste à capter les sons et à les transmettre jusqu'au cerveau. L'oreille, comme le montre ce schéma en coupe, transforme l'énergie sonore en énergie électrique. Et c'est l'énergie électrique qui va être compréhensible par le cerveau. En fait, l'oreille est un organe qui permet la perception des sons, donc c'est un organe sensoriel. En plus de son rôle sensoriel, l'oreille permet le maintien de l'équilibre de notre corps. L'oreille est composée de 3 parties. Nous avons l'oreille externe, c'est cette partie-là. Ensuite, nous avons l'oreille moyenne, la voilà. Et enfin, nous avons l'oreille interne. Je commence par l'étude de l'oreille externe. Voici l'oreille externe sur le schéma. Voilà. Elle comprend 2 parties. Nous avons la partie la plus externe qui correspond au pavillon de l'oreille. Voici le pavillon de l'oreille. Ensuite, nous avons la deuxième partie représentée par le conduit ou bien le canal auditif externe. Le voilà.
L'oreille externe est recouverte par un tissu cutané. Regardez bien, elle est recouverte par la peau. Le pavillon de l'oreille d'abord, le voilà ici, le voilà. Le pavillon de l'oreille est constitué par des replis fibro-cartilagineux. Ce que vous voyez ici, c'est un cartilage. Regardez bien. Le pavillon de l'oreille capte les ondes sonores, puis il les transmet jusqu'au conduit auditif externe. Ensuite, ces ondes sonores vont être transmises jusqu'au tympan, c'est-à-dire jusqu'à l'oreille moyenne. Le conduit auditif externe maintenant, il fait suite au pavillon de l'oreille. Ce conduit auditif externe se termine par l'oreille moyenne. En fait, le conduit auditif externe peut être divisé en deux parties. Nous avons une partie externe, la voilà, elle correspond au tiers externe du conduit. Elle est cartilagineuse. Donc, les parois de ce conduit sont formées par un cartilage. C'est ce que vous voyez en bleu sur le schéma. La deuxième partie du conduit est une partie osseuse. En fait, ce conduit est creusé à l'intérieur de l'os. Voici l'os coupé. Comme je vous ai déjà dit, l'oreille externe est tapissée par la peau. La peau que recouvre le conduit auditif externe contient des glandes cérumineuses. Ces glandes cérumineuses sécrètent une substance séreuse qu'on appelle le cérumen. Vous connaissez tous cette substance séreuse que vous trouvez lorsque vous nettoyez votre oreille avec un bâton d'oreille. Le cérumen est une substance séreuse qui ressemble à la substance séreuse produite par les abeilles. Le cérumen est une substance biologique qui protège l'oreille contre les agressions biologiques ou bien contre les germes. Je passe à l'oreille moyenne maintenant. La voilà sur une coupe passant par l'oreille. Comme son nom l'indique, l'oreille moyenne se trouve entre l'oreille externe et l'oreille interne. L'oreille moyenne correspond à une cavité qui mesure 1 cm de long. Cette cavité est séparée du conduit auditif externe par une membrane de forme arrondie. Cette membrane est appelée le tympan ou bien la membrane tympanique. L'oreille moyenne est une cavité remplie d'air et elle contient 3 osselets qui forment ce qu'on appelle la chaîne des osselets. En agrandissement, voici les 3 osselets de l'oreille moyenne, représentés de l'extérieur à l'intérieur successivement par le premier osselet qu'on appelle le marteau. Ensuite, nous avons l'enclume. Enfin, troisièmement, nous avons l'étrier. Le tympan ou bien la membrane tympanique reçoit les ondes sonores qui viennent du conduit auditif externe. Le tympan traduit ces ondes sonores en vibrations. Par la suite, il va transmettre ces vibrations jusqu'à la chaîne des osselets. Les 3 osselets vont transmettre ces vibrations jusqu'à l'oreille interne. L'oreille moyenne
communique avec le nasopharynx par la trompe d'Eustache. Le nasopharynx correspond à l'étage supérieur de ce qu'on appelle le pharynx. Le pharynx est un carrefour aérodigestif qui se trouve derrière les fosses nasales et la cavité buccale. Donc l'oreille l'oreille moyenne communique avec le nasopharynx par une trompe. Cette trompe est appelée la trompe d'Eustache. Cette trompe permet l'égalisation de la pression de part et d'autre du tympan. Sur une vue de profil, je peux mieux voir l'emplacement de la trompe d'Eustache qui met en communication l'oreille moyenne et le nasopharynx qui se trouve derrière les fosses nasales. Voici sur le deuxième schéma le nasopharynx et l'oreille moyenne. Voici la trompe d'Eustache. Après l'oreille externe et l'oreille moyenne, je passe maintenant à l'étude de l'oreille interne. Voici l'oreille interne. L'anatomie de l'oreille interne est très complexe. Pour cela, l'oreille interne a été appelée par les anatomistes le labyrinthe. L'oreille interne est située à l'intérieur d'un os qu'on appelle le rocher. Le rocher est une partie de l'os temporal. L'oreille interne, voilà, est composée de deux parties. La première partie est appelée la cochlée ou bien le limaçon. Regardez bien sa forme. La deuxième partie est appelée le vestibule. Je commence par la cochlée ou bien le limaçon. Cette partie de l'oreille interne présente un rôle qui est purement auditif. C'est cette partie qui est responsable de l'audition. La cochlée est remplie d'un liquide qu'on appelle la lymphe. Elle contient des cellules sensorielles. Ces cellules sont des cellules fragiles et ces cellules, lorsqu'elles sont détruites, elles ne se renouvelleront pas. Ces cellules sensorielles auditives peuvent être détruites par le bruit. Le bruit est plus néfaste lorsqu'il est plus proche de l'oreille interne. Donc, faites très attention à l'utilisation des kits mains libres et des écouteurs. Ces cellules sensorielles de l'oreille interne peuvent être détruites également par certains médicaments. Ce sont des médicaments ototoxiques. Parmi ces médicaments, on trouve certains antituberculeux, c'est-à-dire des médicaments qu'on utilise pour traiter la tuberculose. En plus, nous avons les aminosides. Les aminosides est un groupe d'antibiotiques. Donc pour les aminosides, il faut faire très attention. Il ne faut pas dépasser les 5 jours de traitement. En plus du bruit et des médicaments ototoxiques, nous avons le vieillissement. C'est-à-dire qu'avec l'âge, ces cellules se détruisent. Après la cochlée ou bien le limaçon, je passe maintenant au vestibule. Le vestibule, c'est la partie de l'oreille interne qui est responsable de l'équilibre de notre corps. L'atteinte du vestibule se manifeste cliniquement par ce qu'on appelle le vertige. Donc, devant tout vertige, il faut explorer en premier temps l'oreille interne. Le vestibule est composé de plusieurs parties. Les parties les plus importantes sont représentées par les canaux semi-circulaires. Le vestibule présente 3 canaux semi-circulaires. Les voilà. En plus des canaux semi-circulaires, nous avons le nerf vestibulaire. Voici le nerf vestibulaire.
qui va rejoindre le nerf cochléaire pour former le nerf cochléo-vestibulaire et l'ensemble va cheminer dans le conduit auditif interne. L'examen clinique de l'oreille est réalisé grâce à un instrument médical qu'on appelle l'otoscope. L'inflammation de l'oreille est appelée otite. Après l'organe de l'audition, je passe maintenant à l'étude de l'organe de la vision représenté par l'œil. L'organe de la vision est l'ensemble des structures qui favorisent la réception et la transmission des influx visuels. L'organe de la vision est situé dans une cavité osseuse qu'on appelle l'orbite. L'orbite, c'est une cavité osseuse creusée dans le crâne qui va protéger l'organe de la vision. Entre l'organe de la vision et l'orbite, il y a de la graisse qui se dispose entre les deux. L'organe de la vision est constitué par un organe principal et par des organes accessoires. L'organe principal de la vision est représenté par l'œil, ou bien le globe oculaire, ou bien le bulbe, et par le nerf optique. Les organes accessoires de l'œil sont indispensables au fonctionnement du premier organe. La fonction de l'œil consiste à recevoir les vibrations électromagnétiques de la lumière et à transformer ces vibrations en signaux nerveux ou bien en influx nerveux. Par la suite, ces influx nerveux vont être transmis par l'intermédiaire des nerfs optiques jusqu'au cerveau. Plus exactement, jusqu'à l'aire responsable de la perception visuelle. Le globe oculaire mesure 2,5 cm de diamètre et il pèse 7 grammes. Je commence par l'étude de l'organe principal de la vision représenté par le bulbe de l'œil ou bien le globe oculaire. Le voilà sur une coupe sagittale schématique. Le globe oculaire ou bien le bulbe de l'œil est formé par la superposition de 3 tuniques ou bien 3 couches principales. De l'extérieur à l'intérieur, nous avons la première couche, c'est la couche fibreuse, elle est colorée en jaune. Ensuite, nous avons la couche moyenne, c'est une couche vasculaire. Enfin, nous avons la couche la plus profonde, c'est une couche nerveuse. Elle est colorée en vert. Je commence d'abord par la tunique fibreuse, c'est la couche la plus externe qui est colorée en jaune. C'est la couche périphérique du globe. Cette couche, c'est une couche résistante, comme son nom l'indique, elle est fibreuse et elle comprend 2 parties. Une partie postérieure, la voilà, et une partie antérieure. La partie postérieure, elle est appelée la sclérotique. La partie antérieure de la couche fibreuse est appelée la cornée. Je commence par la partie postérieure de la couche fibreuse, qui est la sclérotique. La sclérotique recouvre les 4/5 postérieurs du globe oculaire. C'est une couche vascularisée. Cette couche, ou bien cette partie de la couche fibreuse,
donne à l'œil sa couleur blanche et sa rigidité également. Donc le blanc de l'œil que vous voyez correspond à la couche ou bien la partie sclérotique de la couche fibreuse. La sclérotique se continue en avant par la cornée. Donc ça, c'est la cornée. Ça, c'est la sclérotique. En arrière, la sclérotique se continue ou bien se prolonge pour former la dure mère qui va recouvrir le nerf optique. La sclérotique correspond à la zone d'insertion des muscles oculomoteurs, c'est-à-dire les muscles qui sont responsables de la motricité ou bien des mouvements du globe oculaire. La cornée maintenant, c'est la partie antérieure de la couche fibreuse qui recouvre le 1/5 antérieur du globe oculaire. C'est une lame transparente. Regardez bien la cornée. Ça, c'est la sclérotique en blanc. Ça, c'est la cornée. C'est une lame transparente et avasculaire, c'est-à-dire elle ne contient pas de vaisseau sanguin. Sa nutrition, elle se fait par imbibition à partir de l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse, c'est un liquide transparent et visqueux qui se trouve à l'intérieur de l'œil. La face antérieure de la cornée est une face richement innervée. Cette richesse de l'innervation explique la sensibilité extrême de la cornée lorsqu'elle est en contact avec un objet. Cette sensibilité se manifeste par ce qu'on appelle le réflexe cornéen. Qu'est-ce que c'est le réflexe cornéen? Le réflexe cornéen, c'est la fermeture involontaire et brutale des paupières, c'est-à-dire la fermeture de l'œil, lorsque la cornée entre en contact avec un objet. L'inflammation de la cornée est appelée kératite. Après la tunique ou bien la couche fibreuse, je passe maintenant à la couche vasculaire. La couche vasculaire, sur cette coupe, est colorée en bleu. Cette couche vasculaire, c'est la couche moyenne qui se trouve entre la couche fibreuse et la couche nerveuse. Cette couche vasculaire assure la nutrition de l'œil. Elle assure également le maintien de la pression constante des liquides qui se trouvent à l'intérieur de l'œil. D'arrière en avant, on trouve la première partie ou bien la partie postérieure de la couche vasculaire représentée par la choroïde. Plus en avant, on trouve ce qu'on appelle le corps ciliaire et l'iris. Je commence d'abord par la partie la plus postérieure de la couche vasculaire qui est la choroïde. Sur ce schéma, elle est colorée en marron. Voici la choroïde. La choroïde contient des vaisseaux sanguins. Elle contient également des nerfs ainsi que des mélanocytes. Les mélanocytes, ce sont des cellules de couleur brunâtre ou bien de couleur noire. La choroïde est située entre la face profonde de la sclérotique et la face superficielle de la rétine ou bien de la couche nerveuse. Dans sa partie antérieure, la choroïde s'épicie pour former le corps ciliaire. La choroïde est responsable de la nutrition des photorécepteurs de la rétine, c'est-à-dire les cellules neurosensorielles de la rétine. En plus, la choroïde absorbe les rayons lumineux inutiles grâce
aux mélanocytes qui se trouvent à l'intérieur de cette couche. Après la choroïde, je passe maintenant à la deuxième partie de la couche vasculaire qui est le corps ciliaire. Voici le corps ciliaire sur le premier schéma. Le voilà sur le deuxième schéma. En fait, le corps ciliaire présente deux fonctions principales. La première fonction, c'est la sécrétion de l'humeur aqueuse, c'est-à-dire la sécrétion du liquide de l'œil. La deuxième fonction, c'est la régulation de la capacité d'adaptation de l'œil, et ceci grâce au muscle ciliaire. Voici le muscle ciliaire qui donne insertion à ce qu'on appelle le cristallin. Le cristallin, c'est une lentille transparente biconvexe. En fait, le muscle ciliaire va changer la courbure de cette lentille, et ceci afin d'avoir une vision très nette. Ce phénomène est appelé l'accommodation. La troisième partie de la couche vasculaire maintenant, c'est ce qu'on appelle l'iris. Voici l'iris. L'iris a la forme d'un disque. Ce disque est perforé au niveau du centre. Cette perforation centrale est appelée la pupille. La pupille permet de faire passer les rayons lumineux vers la rétine. L'iris, ce disque, contient deux muscles lisses. Il contient également des cellules pigmentaires, c'est ce qu'on appelle les mélanocytes. D'abord, les muscles lisses qui se trouvent à l'intérieur de l'iris vont régler l'entrée de la lumière dans l'œil. Nous avons un muscle constricteur de la pupille, c'est-à-dire ce muscle, il va être responsable de la diminution du diamètre de la pupille. Le deuxième muscle, c'est le muscle dilatateur de la pupille. Ce muscle va permettre la dilatation ou bien l'ouverture de la pupille. Après les muscles dilatateurs et constricteurs de la pupille, nous avons les cellules pigmentaires ou bien les mélanocytes. Les mélanocytes sont responsables de la couleur des yeux. En fait, l'excès en mélanocytes donne un iris brun noir, un iris de couleur foncée. Par contre, l'absence de mélanocytes donne un iris de couleur claire. Donc l'iris est responsable de l'origine de la couleur des yeux. Après la couche fibreuse et la couche vasculaire, je passe maintenant à la dernière couche, c'est la couche la plus profonde, c'est la couche nerveuse qu'on appelle la rétine. Voici sur le schéma en jaune la couche nerveuse ou bien la rétine. Donc la rétine, c'est la tunique ou bien la couche la plus interne de l'œil. D'avant en arrière, on distingue une partie optique et une partie nerveuse. Je commence par la partie optique de la rétine. Cette partie présente d'abord ce qu'on appelle la macula. Regardez bien. La macula est appelée également la tache jaune. La macula correspond au centre de la rétine. C'est cette partie de la rétine qui est responsable de la vision centrale. En plus de la macula, nous avons la papille. Cette partie-là correspond à l'origine du nerf optique. Voici le nerf optique. Voici son origine qui correspond à la papille. L'exploration de la rétine se fait grâce à un examen médical simple qui nécessite une instillation de collyre ou bien de gouttes qui vont permettre la dilatation de la pupille sur un fond d'œil.
Je peux voir la macula, qui est le centre de la rétine, et je peux voir la papille qui correspond à l'origine du nerf optique. En plus, je peux voir l'artère et la veine centrale de la rétine. Après la couche optique de la rétine, nous avons maintenant la couche nerveuse de la rétine. La couche nerveuse de la rétine, c'est la partie sensorielle de l'œil qui est sensible à la lumière grâce aux photorécepteurs. Les photorécepteurs, ce sont les cellules sensorielles de la rétine. Parmi les photorécepteurs, on distingue ce qu'on appelle les bâtonnets. Regardez, ce sont des cellules sensorielles en forme de bâtonnet. Ce sont de formes allongées. Ces photorécepteurs en bâtonnet sont responsables de la vision de nuit. Le deuxième type de photorécepteurs, c'est les cônes. Les cônes, ce sont des photorécepteurs de forme conique. Ces cônes sont responsables de la vision des couleurs. Les milieux transparents de l'œil, maintenant, ce sont des structures intrabulbaires, c'est-à-dire qui appartiennent au globe oculaire. Ces milieux transparents sont représentés d'avant en arrière par la cornée, par la chambre antérieure et la chambre postérieure, qu'on va voir par la suite, par le cristallin et par le corps vitré. Je commence d'abord par le cristallin. Regardez bien la forme du cristallin. C'est une lentille biconvexe, transparente, élastique et non vascularisée. L'élasticité du cristallin lui permet de modifier sa forme. Bien sûr, la modification de cette forme est assurée par le muscle ciliaire qu'on a vu tout à l'heure. Cette élasticité permet ce qu'on appelle l'accommodation, qui vise à avoir une vision plus nette. Il faut savoir que l'élasticité du cristallin diminue avec l'âge, provoquant une diminution de l'acuité visuelle pour la vision de près. Cette diminution de l'acuité visuelle de près est connue sous le terme de presbytie. Vous avez certainement remarqué que vos parents, à partir de l'âge de 40-45 ans, ont commencé à utiliser des lunettes de vue pour la lecture. Avec l'âge et en cas d'utilisation prolongée de certains médicaments, en cas de certaines maladies également, le cristallin peut se pacifier. Il perd sa transparence et devient blanc. La pacification du cristallin est connue sous le terme de cataracte. Après le cristallin, nous avons le corps vitré ou bien l'humeur vitrée. Le corps vitré est un milieu liquide, transparent et visqueux qui est situé en arrière du cristallin. Après le cristallin et le corps vitré, on va voir les chambres antérieures et postérieures. Les chambres antérieures et postérieures, ce sont deux espaces qui se trouvent en avant de l'œil et qui sont séparés par l'iris. Regardez bien. Nous avons d'abord la chambre antérieure, c'est cet espace-là qui se trouve entre l'iris en arrière et la cornée en avant. Et nous avons la chambre postérieure, la voilà, qui se trouve entre l'iris en avant et le cristallin en arrière. Donc ça, c'est la chambre postérieure, ça, c'est la chambre antérieure. C'est ce que vous voyez en jaune. La chambre antérieure
et la chambre postérieure communiquent l'une avec l'autre par l'intermédiaire de la pupille, c'est-à-dire le trou qui se trouve au centre de l'iris. Les deux chambres antérieures et postérieures sont remplies par de l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse est sécrétée par la partie profonde des corps ciliaires. L'inflammation des chambres antérieures et postérieures est appelée uvulite. Donc on aura ainsi l'uvulite antérieure et l'uvulite postérieure. J'arrive maintenant au chapitre des annexes du globe oculaire. Les annexes du globe oculaire sont représentées par les muscles du globe oculaire, sont représentés par le corps adipeux de l'orbite, sont représentés par la conjonctive, par l'appareil lacrymal et par les paupières. Je commence d'abord par les paupières. Chaque œil présente deux paupières. Une paupière supérieure et une paupière inférieure. Les paupières sont revêtues en avant par l'épiderme, par la peau. En arrière ou bien profondément, les paupières sont revêtues par la conjonctive. La conjonctive, c'est une muqueuse. Ça, c'est la face profonde de la paupière. Ça, c'est la face superficielle de la paupière. Au niveau du bord libre de la paupière s'implante ce qu'on appelle les cils. Regardez bien l'implantation des cils sur le bord libre de la paupière. Également, au niveau du bord libre de la paupière, ici, on trouve l'abouchement des conduits excréteurs de nombreuses petites glandes sudorépares et sébacées. Après les paupières, nous avons la conjonctive. La conjonctive recouvre la partie antérieure de la sclérotique, donc le blanc d'œil qui correspond à la sclérotique, est recouvert par une couche fine qu'on appelle la conjonctive. La conjonctive va se réfléchir sur la face postérieure de la paupière pour donner la conjonctive qui recouvre la paupière. Regardez bien, ici sur cette image, nous avons une inflammation de la conjonctive qui se manifeste par une rougeur sur le blanc d'œil et sur la face postérieure de la paupière. Donc nous avons deux parties de la conjonctive. Nous avons cette partie-là qui recouvre le blanc d'œil, qui recouvre la sclérotique qu'on appelle la conjonctive bulbaire. C'est par rapport au bulbe de l'œil ou bien au globe. Et nous avons la deuxième partie de la conjonctive qui va recouvrir la face postérieure des paupières. Cette partie-là est appelée la conjonctive palpébrale. Donc nous avons conjonctive bulbaire et nous avons conjonctive palpébrale. L'inflammation de la conjonctive est appelée conjonctivite. En principe, vous connaissez tous qu'est-ce que c'est la conjonctivite. La conjonctivite peut être d'origine virale ou bien bactérienne. Parmi les annexes de l'œil, nous avons les glandes lacrymales. Voici les glandes lacrymales qui sont responsables de la sécrétion des larmes. Enfin, je termine les annexes de l'œil par les muscles oculaires. On dit muscles oculaires ou bien les muscles oculomoteurs. Chaque globe oculaire
présente 6 muscles. Nous avons 4 muscles droits et 2 muscles obliques. Nous avons un muscle droit latéral ou bien externe qui est responsable du mouvement latéral du globe. Donc c'est un muscle abducteur qui ramène le globe oculaire vers le côté externe ou bien le côté latéral. Nous avons un droit médial, le voilà, ou bien le droit interne. C'est un muscle abducteur. Il ramène le globe oculaire vers le dedans. Nous avons un muscle droit supérieur, le voilà. C'est un muscle élévateur et adducteur du globe. Il ramène le globe oculaire vers le haut. Nous avons un droit inférieur. C'est un muscle abaisseur et abducteur. Il ramène le globe oculaire vers le bas et vers le dehors. Nous avons un oblique supérieur. Le voilà. Et nous avons un oblique inférieur. Le voilà. J'ai terminé avec l'organe de la vision. Je passe maintenant à l'organe du goût, représenté par les bourgeons gustatifs de la langue. L'organe du goût, le voilà. Il permet la gustation. La gustation, c'est la perception des saveurs des différents aliments. Ce sens, c'est-à-dire la gustation ou bien le goût, est essentiellement assuré par les bourgeons gustatifs de la langue. La langue est l'organe principal du goût. En plus de son rôle sensoriel, la langue participe également à la mastication, à la déglutition ainsi qu'à la phonation. L'organe du goût, ou bien la langue, est situé dans la cavité orale ou bien dans la cavité buccale. Je passe maintenant à la morphologie de la langue. La langue est un muscle ou bien un ensemble de muscles. Cet ensemble musculaire présente à décrire 2 parties et 2 faces. Je commence par les 2 parties de la langue qui sont représentées par une partie fixe et une partie mobile. La partie fixe de la langue est une partie postérieure qu'on appelle la racine de la langue. La partie mobile, c'est cette partie-là. C'est une partie mobile ou bien libre qui correspond au corps de la langue. Le corps de la langue, ou bien cette partie mobile ou bien libre de la langue, se termine en avant par ce qu'on appelle l'apex. Les 2 faces de la langue maintenant. Il faut savoir que la langue présente à décrire 2 faces. Nous avons une face inférieure et nous avons une face supérieure. D'abord, je commence par la face inférieure. Cette face est reliée au plancher buccal par ce qu'on appelle le frein de la langue. La partie ou bien la face supérieure maintenant, la voilà. La face supérieure de la langue est appelée le dos de la langue. Cette face supérieure ou bien le dos de la langue présente à décrire les éléments suivants. D'arrière en avant, d'abord nous avons un sillon terminal en V. Regardez bien, ayant la forme d'un V. Ce sillon en V se trouve au niveau du tiers postérieur de la langue. Ensuite, au milieu de la face supérieure,
nous avons un sillon médian longitudinal qui s'étend du V, donc lingual, jusqu'à l'apex de la langue. Également, sur la face supérieure, nous avons les papilles gustatives ou bien les papilles linguales. Les papilles linguales ou bien gustatives de la langue présentent les bourgeons gustatifs. Ces bourgeons s'ouvrent directement à la surface de la langue ou bien de l'épithélium par des pores gustatifs. Il faut savoir que la langue est innervée par le nerf vague qui correspond à la 10e paire crânienne ainsi que par le nerf hypoglosse ou bien grand hypoglosse qui correspond à la 12e paire crânienne. Je passe maintenant à l'anatomie fonctionnelle de la langue. Les bourgeons gustatifs peuvent identifier 4 types de saveurs. Il faut savoir que la perception de ces saveurs est spécifique à certaines zones de la langue. Je commence d'abord par la saveur sucrée. Le sucré peut être saisi au niveau de l'apex de la langue. Le salé maintenant, il peut être saisi au niveau de l'apex de la langue ainsi qu'au niveau de la partie antérieure des deux bords latéraux de la langue. Après, nous avons la saveur acide qui peut être saisie au niveau des bords latéraux de la langue. Enfin, nous avons la saveur amère qui peut être saisie en avant et en arrière du sillon lingual en V. L'examen de la langue est un examen très facile qui se fait à l'aide d'un abaisse-langue. L'inflammation de la langue est connue sous le terme de glossite. Je passe à l'organe de l'olfaction ou bien de l'odorat maintenant. L'olfaction est appelée également l'odorat. L'organe de l'olfaction ou bien de l'odorat permet la détection des particules odorantes qui sont dispersées dans l'air. Il permet ainsi la perception des différentes odeurs. Je passe maintenant à la morphologie de l'organe de l'olfaction. Ce que vous voyez ici correspond à une coupe sagittale passant par les fosses nasales. Voici les fosses nasales. L'organe de l'olfaction est constitué par 2 éléments principaux. D'abord, nous avons les nerfs olfactifs. Ensuite, nous avons la muqueuse olfactive ou bien la tache olfactive. Je commence d'abord par les nerfs olfactifs. En fait, nous avons 2 nerfs olfactifs. Chacun des nerfs olfactifs est constitué par plusieurs parties. D'arrière en avant, nous avons la racine olfactive, nous avons la bandelette olfactive, nous avons le bulbe olfactif, c'est ce renflement que vous voyez ici, et nous avons enfin les nerfs olfactifs proprement dits. C'est ce que vous voyez ici. Les nerfs olfactifs proprement dits correspondent aux rameaux nerveux olfactifs qui vont traverser la lame criblée de l'os ethmoïde pour arriver jusqu'à l'intérieur de la muqueuse qui recouvre les fosses nasales ou bien exactement cette partie postéro-supérieure de la fosse nasale. La muqueuse olfactive ou bien la tache olfactive, c'est cette partie-là. Elle est d'aspect jaunâtre. C'est une muqueuse située dans la partie postéro-supérieure de la muqueuse nasale. Ce que vous voyez ici sur le schéma, c'est le bulbe olfactif. Ça, c'est la lame criblée de l'os ethmoïde du crâne. Ce que vous voyez ici, c'est la muqueuse
olfactive. L'épithélium de la muqueuse olfactive contient des cellules neurosensorielles olfactives. Voici les cellules neurosensorielles olfactives qui contiennent des récepteurs ou bien des neurorécepteurs olfactifs ou bien des récepteurs odorifères. Ces cellules neurosensorielles olfactives sont recouvertes par des cils olfactifs. Je répète, l'épithélium de la muqueuse olfactive est constitué par des cellules neurosensorielles olfactives. Ces cellules contiennent des récepteurs odorifères, les voilà, c'est cette couche-là. Ces cellules sont recouvertes par des cils olfactifs. Sur ce schéma, je peux voir en haut le bulbe olfactif qui correspond à un renflement du nerf olfactif. Ce bulbe olfactif va émettre ou bien donner naissance au nerf olfactif proprement dit ou bien au rameau nerveux olfactifs qui vont traverser la lame criblée de l'os ethmoïde du crâne pour arriver à l'intérieur des fosses nasales. À l'intérieur des fosses nasales, ces nerfs olfactifs proprement dits sont en continuité avec les cellules de la muqueuse olfactive. Plus exactement, ces nerfs olfactifs sont en continuité avec les neurorécepteurs olfactifs et ces neurorécepteurs olfactifs sont en continuité avec les cils olfactifs qui recouvrent les cellules de la muqueuse olfactive. Je termine mon cours par l'organe du toucher. Le toucher permet le contact avec l'environnement. Le toucher fonctionne comme un système d'alarme naturel, donc il est indispensable à la vie. Le toucher est assuré par la peau. La peau recouvre la majeure partie de la surface du corps. Je commence par la morphologie de la peau. La coloration de la peau est variable selon les sujets. L'épaisseur de la peau mesure en moyenne 1 à 2 mm. La surface de la peau présente des pores, c'est-à-dire des trous, d'où sortent les poils et la sueur. La surface de la peau présente, ou bien elle est marquée par la présence de sillons, c'est-à-dire la présence de cavités linéaires. Elle est marquée également par la présence de crêtes ou bien de reliefs linéaires. Et ceci donc marque la peau de la région palmaire, c'est-à-dire la paume de la main, et la région plantaire, c'est-à-dire la plante du pied. La structure de la peau maintenant, il faut savoir que la peau est constituée par 3 couches principales. Sur une coupe de la peau, de la superficie à la profondeur ou bien de l'extérieur à l'intérieur, on distingue la première couche, la couche la plus externe ou bien la plus superficielle, représentée par l'épiderme. Voici l'épiderme. Ensuite, au-dessous de l'épiderme, on trouve la couche moyenne. C'est la couche la plus importante, représentée par le derme. Après, au-dessous du derme, je trouve la couche la plus profonde, représentée par l'hypoderme. L'épiderme, ou bien la couche la plus superficielle, elle-même est constituée par 5 couches. Cette couche contient des cellules pigmentaires qu'on appelle les mélanocytes. Ces mélanocytes sont responsables de la coloration cutanée. Il faut savoir que l'épiderme est une couche dépourvue de vaisseaux. Cette couche ne contient pas de vaisseaux. Après l'épiderme, nous avons le derme. Le derme, c'est la couche sous-jacente à l'épiderme.
Cette couche contient des glandes cutanées, elle contient des corpuscules nerveux, elle contient des capillaires et des follicules pileux. Enfin, nous avons l'hypoderme. Les annexes de la peau maintenant. Je commence d'abord par les poils. Regardez les poils. Il faut savoir que le cuir chevelu, au niveau de la tête, on trouve environ 100 000 cheveux chez la personne adulte. La couleur des cheveux ou bien des poils dépend de la quantité et de la qualité de mélanine qui se trouve au niveau du poil. La durée de vie des poils est variable. Cette durée de vie est influencée par des facteurs hormonaux et des facteurs climatiques. Par exemple, en automne, on trouve plus de chutes de cheveux. Chez la femme, par exemple, après la ménopause, on trouve plus de chutes de cheveux. La durée de vie des cheveux est plus longue que la durée de vie des sourcils et des poils. Après les poils, nous avons les glandes sébacées. Les glandes sébacées, ce sont des glandes disséminées sur toute la peau. Ces glandes sébacées sont responsables de la sécrétion du sébum. Ce sébum joue le rôle d'un lubrifiant. Après les glandes sébacées, nous avons les glandes sudoripares. Les glandes sudoripares sont responsables de la sécrétion de la sueur. Je termine mon cours par l'anatomie fonctionnelle de la peau. Il faut savoir que la peau est un organe à la fois sensoriel, protecteur et métabolique. C'est un organe sensoriel grâce à sa richesse en récepteurs sensoriels qui permet le sens du toucher. C'est un organe protecteur. Il isole l'organisme du milieu extérieur et il le protège contre les rayonnements solaires grâce à la présence de mélanocytes ou bien de cellules pigmentaires. C'est un organe métabolique parce qu'il participe à la synthèse de certaines vitamines, à savoir la vitamine D. J'ai terminé mon cours. Je vous souhaite un bon apprentissage.